troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jeu est consacré à la Centrafrique. Mes trois invités centrafricains sont toujours avec moi. Jean-François Akanji. L'enjeu principal de la présidentielle, il sera quoi? L'enjeu principal de la présidentielle, il sera déjà que les élections se tiennent. Il sera déjà que les élections se tiennent dans l'agenda. Dans un pays dont effectivement... Dans l'agenda constitutionnel, je rappelle qu'il n'y a pas plus que 2 jours ou 3 jours, le président Ziguélé, membre de la majorité présidentielle, lançait une alerte parce qu'il avait fait l'objet d'un braquage ou je ne sais quoi, en cheminant dans le pays, on en discute, mais en tous les cas, il a lancé une alerte en disant on ne peut pas faire d'élection dans ces conditions sécuritaires-là. Ça, c'est le premier élément, conditions sécuritaires. Le deuxième élément, c'est que quand vous reprenez... Elles sont plus dégradées qu'elles ne l'étaient à la dernière présidentielle? Mais malheureusement, oui, c'est le terrain qui le dit. La circulation est difficile, y compris pour les forces politiques. C'est la raison pour laquelle tous les partis politiques sont concentrés à Bangui. Quand je parlais tout à l'heure de la République de Bangui, je ne pensais pas seulement au pouvoir. Je pense à l'ensemble de la vie politique qui est concentrée dans Bangui. Et pour circuler, vous ne pouvez y aller qu'en étant en conditions de sécurité, qu'en étant accompagné par la MINUSCA aujourd'hui. Mais si, au vu des éléments que vous avez évoqués dans cette émission... Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui est quand même un élément important, pour un pays qui se veut indépendant, depuis 4 ans, il y a eu, sous ce régime, il y a déjà eu 4 budgets de l'État. Il n'y a pas une seule ligne de provision pour financer des élections. Aujourd'hui, on en arrive au point où, alors que nous avons eu plusieurs lignes pour augmenter les fonds spéciaux de la présidence, de la primature, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais il n'y a pas eu une ligne pour financer les élections au point où on en arrive aujourd'hui, on tend la main à la communauté internationale. 33 millions de dollars. Et on s'étonne que la communauté internationale, en ouvrant le porte-monnaie avec beaucoup de précautions et des exigences. On en est à ce point-là, à quelques mois de l'ouverture de la campagne, et je pense que la première question qui se pose est la question de la tenue effective de ces élections. Et je vous dirais même que je ne suis pas loin de me réjouir que cette question-là se pose, parce qu'il y a ce qui se passe entre maintenant et les élections, c'est-à-dire pendant 1 an, pour la population. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Roger Ndjalandi, c'est vrai que la question sécuritaire nous fait éluder souvent l'autre facette du bilan du président, les autres facettes du bilan du président Faustin Archange Touadéra. L'homme travaille sans doute. Quels sont les éléments principaux de son bilan que vous ferez valoir en décembre 2020 pour solliciter à nouveau le suffrage de vos compatriotes centrafricains? Non, moi je pense que les élections de 2020 vont certainement se jouer sur le rapport à la population des uns des autres. Ceux qui ont les prétentions aujourd'hui d'aller aux élections en 2020, en fin de l'année, c'est le rapport qu'ils ont finalement avec la population. Et donc c'est sur ce rapport-là que ça va se jouer. Donc à partir de ce moment-là, on peut expliquer du moins les différentes postures en cours aujourd'hui. Vous avez dans le pays, il y a des postures de revanche, de KNK, vous avez d'autres postures qui tentent d'avoir un peu le leadership. C'est un peu le cas du président de Léguélé. Et puis vous avez une posture un peu légendaire, qui mélange un peu de légendes et de récits comme ça, pour essayer d'élever un mystère, etc. Donc vous avez, ça je parle de la part du président Ziguélé. Vous avez, le professeur a relevé qu'il y a eu un récit d'empêchement, etc. Bon, en tout cas, ce 10 février, on l'a vu à Bangui, une forte mobilisation mais tout ça participe. De plusieurs partis. De plusieurs partis d'opposition. Justement, c'est de ça que je parlais en fait. Il y a une coalition qui s'est mise en place. Absolument. Et ça, c'est la posture du président Doléguélé, qui aujourd'hui pense qu'il peut jouer le coup demain. Roger Ndjalandi, moi je vous parle de votre bilan et vous parlez du président de l'OCA. Non, mais j'essaie d'expliquer. D'accord. J'essaie d'expliquer. Voilà, moi je vous demande. Le bilan se joue sur le rapport, je veux dire, la relation demain entre le candidat, n'importe quel candidat d'ailleurs, et les électeurs vont se jouer sur le rapport que ce candidat aura avec la population, à la population. Et donc c'est ce rapport-là, j'essaie d'expliquer pour vous dire que ce rapport-là... Celui que le président Faustin Archange Touadéra a avec la population, c'est lequel? Mais aujourd'hui, le président Faustin Archange Touadéra a initié un certain nombre de politiques. Vous savez, a initié un certain nombre de politiques publiques.
qui aujourd'hui est suffisamment comprise par l'ensemble de la population. Et c'est ça qui fait le rapport. population. Mais je parle de la question de la justice, par exemple, la Cour pénale spéciale, etc. Ces questions-là demeurent aujourd'hui. C'est une question. La question de l'impunité a été rejetée. La population comprend très bien ça. La question du retour de nos forces. Monsieur Roger Angelandi. Oui. Le centrafricain de Bangassou, Oui. de Bria, Oui. qu'est-ce que vous voulez leur dire le 27 décembre pour qu'ils votent pour vous? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez que c'est dans la La compréhension. Cour pénale spéciale de Bangui. Je vous dis qu'il y a une compréhension aujourd'hui, une bonne compréhension de ce qui se passe dans le pays, qui va demain favoriser un comportement électoral dans les urnes. Si vous ne comprenez pas la compréhension aujourd'hui dans le pays, vous ne pouvez pas expliquer comment les gens vont voter demain. Sauf à penser. Moi, je ne comprends pas. Mais la compréhension, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République est en train de mener un certain nombre de politiques. Oui. Dans le pays, dans le pays, qu'est-ce qu'il y a 4 ans? Oui, mais c'est ce que je vous dis. Okay. Au cours de la crise, certains hommes politiques centrafricains ont eu un comportement improductif et qui tentent aujourd'hui de corriger. Le président mène une politique. Donc, la population ne peut comprendre la situation des uns et des autres et donc éventuellement faire sa traduction dans les urnes que s'ils ont suffisamment compris. Et ce que je suis en train de vous faire comprendre. Oui. Vous comprenez ça? Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous me faites rire au passage, mais je vais dire franchement, je suis un peu sérieux. Oui. Je suis un peu sérieux. Oui, mais je vois que vous êtes très sérieux. Ben oui. Mais sauf que, bon, moi, je n'ai pas encore de réponse concrète à ma question. Monsieur Nestor Do, vous êtes également un soutien du président Faustin Akantoadera. Ma question, c'est qu'y a-t-il aujourd'hui en Centrafrique que vous pouvez identifier et dire aux Centrafricains voici ce qu'il y a 4 ans vous n'aviez, mais que moi j'ai fait pour vous, votez pour moi. Je vais dire aux Centrafricains en décembre 2020 que, vous voyez, maintenant, nous avons une armée nationale. Vous venez de dire. Oui, qui n'existait pas, en tant que telle. 4500 hommes, d'accord. Qui n'existait pas en tant que telle sous Bozézé et sous Patassé. C'est déjà beaucoup. Sous Patassé? Oui, sous Patassé, il n'y en avait pas. Il y avait des Libyens, il y avait des Tchadiens, il y avait des Sud-Africains. Maintenant, nous avons une armée. On avait une armée. C'est ça sur le compte de M. Touadéra. Sauf qu'à Bria, ils subissent encore les affres des groupes armés. Oui, monsieur, vous savez, quand vous formez quelqu'un au maniement des armes et le mettre sur les terrains de guerre, ce n'est pas autre chose, c'est autre chose. Nous avons une armée. Donc, ils seront aguerris et ils seront derrière les groupes armés. Nous avons une armée. On a quoi d'autre? Le retour de la paix dans l'arrière-pays se fait. Le niveau amélioré aujourd'hui de violence. Le niveau de la violence a baissé. Le niveau de violence a baissé. Il y a un niveau amélioré aujourd'hui de la violence. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ouest de la République centrafricaine est calme. Les affaires reprennent. Quand vous parlez de Bouddha, vous parlez de Mbaïki, vous parlez de Berberati, vous parlez de Bois, vous parlez de Bozoum, c'est quand même beaucoup, c'est calme. Maintenant, le problème en Centrafrique, quand on parle de l'arrière-pays, les gens se focalisent le plus souvent vers l'est et le sud-est. C'est-à-dire que Bambari, Bria, Alindao, Zémir, tout ça. Ça, c'est la préoccupation majeure du gouvernement actuellement. D'accord. Je pense bien qu'ils se disent que si nous voulons être renouvelés, nous souhaitons que nos mandats soient renouvelés, on doit absolument trouver des solutions pour régler ce problème-là. Et aussi, on parlait de baisse de violence, mais là, au niveau de la croissance économique, le pays, c'est un pays de guerre. La République centrafricaine, en 2019, a fait 4,7% de croissance. Allons voir dans d'autres pays africains de l'Afrique centrale pour faire la même chose. Mais ce qu'on est en train de dire... oui, mais voilà, vous parlez de bilan. Oui, je veux parler de bilan. Donc, on parle de bilan. Donc, je vous renvoyais aux populations de Bria, de Bangassou, etc., etc. Et vous dites, nous irons leur dire qu'en 2019, nous avons fait 4,7% de taux de croissance. Donc, nous méritons qu'ils votent à nouveau pour nous. Et ils vont comprendre ce que ça veut dire, 4,7% de taux de croissance. Les gens de l'arrière-pays, ils vont comprendre ce que ça veut dire. Quand on dit 4,7% de taux de croissance, autrement dit, c'est la richesse. D'accord. Alors, cette richesse-là, le gouvernement peut l'utiliser au profit de la population qui rentre. La population qui rentre. D'accord. On a compris. Et Jean-François Kandji, faisons l'inverse. Vous êtes le représentant en Europe du Front uni pour la défense de la nation. Vous pensez que la nation est en danger, donc il faut la défendre. Et à l'opposé d'eux, que direz-vous
où situerez-vous l'échec du président Faustin Archange Touadéra pour solliciter éventuellement le suffrage de vos compatriotes pour le candidat que vous soutiendrez le 27 décembre prochain? Alors, moi, j'occupe une position un peu particulière par rapport à mes compatriotes et mes amis qui sont autour de ce plateau. Tout le monde aura compris que le mouvement Cœur Uni est ici en force. Moi, oui. je ne représente que l'URCA, malheureusement, c'est des binaires. Disons plutôt a eu un empêchement de dernière minute. C'est pour ça qu'elle n'est pas à cette table. Je ne peux représenter que la position du citoyen qui regarde et qui veut être une force d'interpellation vis-à-vis des uns et des autres, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et ceux qui prétendent aller au pouvoir pour demain. Et aujourd'hui, nous avons un phénomène dans le pays qui est le rassemblement de pratiquement toute notre élite politique avec comme en ligne de mire, comme objectif, les élections. Ça va produire un effet que je regrette personnellement, en tout cas que je crains, un effet sur... Il va se passer un an. 14 mois. Pendant ces 14 mois-là, tout le monde sera en train de parler de stratégie électorale pendant que les barrières seront maintenues dans le pays, que des populations vont souffrir, que certains vont être tués. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de la République centrafricaine, des 80% de la République centrafricaine? Il y a une insatisfaction de ce point de vue-là. Et puis, par ailleurs, moi, j'observe que vous présentez la chose comme étant les élections du bilan. Bilan, oui, c'est-à-dire de une réélection. Oui, bien sûr. Ça va se faire en Centrafrique comme ça se fait partout. Mais je voudrais attirer l'attention ici sur le caractère assez mensonger des chiffres chez nous. Lorsqu'on parle, par exemple, de 4% de croissance, vous savez que la croissance, elle est faite par des agrégats, ce qu'ils appellent les agrégats, les économies. Le président lui-même parle même de 5%. Les éléments qui entrent en termes de commerce, de services, les éléments qui sortent, etc. Quand vous ne maîtrisez pas 80% du territoire et que ce sont les groupes armés qui lèvent l'impôt sur ces territoires-là et qui contrôlent le commerce, comment vous pouvez dire que le pays est dans cet état-là? Et quand vous dites ça, vous avez très très bien posé la question aujourd'hui. Allez demander à un habitant de la Lindao, à un habitant de Zemio, à un habitant de Boire, de Hippie, est-ce que ces 5%-là, il les sent dans son assiette? Il ne les sent pas. Donc, pour moi, l'enjeu, du point de vue du citoyen que je suis, l'enjeu, c'est d'être particulièrement vigilant sur ce qu'on va nous servir comme argument de campagne pour le futur. La première question, c'est d'abord de savoir s'il y a un projet pour le pays et pas seulement un projet d'occupation d'un fauteuil. Aujourd'hui, il y a de grands risques, que ce soit les tenants du pouvoir. Nous n'avons pas de programme aujourd'hui. Nous n'avons pas d'idée du pays qui soit mise sur la table. De l'autre côté, nous avons aujourd'hui, je ne veux pas leur faire de procès d'intention, nous avons les forces politiques de l'opposition qui se sont coalisées. C'est une bonne chose, c'est une bonne démarche, mais maintenant, nous attendons deux choses. En tant que citoyens, nous attendons qu'ils nous disent dans quel sens ils veulent amener le pays et dans quelle mesure ce qu'ils vont faire vont permettre au pays de se lever du trou dans lequel nous sommes aujourd'hui et qu'ils nous disent aussi s'il n'y aura pas ce que nous avons toujours connu avec le phare notamment par le passé, simplement un regroupement pour se partager le gâteau et non pas une idée de conduite du pays et de rénovation du pays, de restauration du pays. Non, je voulais simplement dire qu'il y a un point de divergence. Il y a un point de divergence avec le professeur. Je ne suis pas sûr que les élections en 2020 vont se jouer sur un projet politique ou sur une idéologie. Ça va se jouer, tout à l'heure, vous j'ai dit tout à l'heure, sur un rapport. C'est précisément ce qu'il faut. Une élection normale, c'est une offre politique. La situation locale ne permet pas aujourd'hui d'envisager ce débat qui est un débat élitiste. Je crois que le débat va se situer au niveau de rapport. Il me donne raison sur le fait que je dis ici à mes compatriotes que nous, citoyens, nous devons pour cette fois-ci peser dans la balance et obliger ceux qui prétendent vouloir nous gouverner qu'ils fassent acte de cohérence, qu'ils nous proposent un projet pour le pays qui tienne et qu'on les juge par rapport à ce pays, qu'il n'y ait plus d'irresponsabilité dans ce pays. Mais c'est parce que justement il n'y aura pas de capteurs sociaux. Vous allez arriver avec un projet, une idéologie, il n'y a pas de capteurs sociaux de cette affaire-là. Par contre, les capteurs sociaux sont au bout d'une relation. Merci en tout cas. Je ne parle pas de projet politique, je dis que tout Centrafricain, où qu'il soit, est capable de savoir à quelle sauce vous voulez le manger. On est d'accord. Il y a juste des divergences épistémologiques. Et vous avez parlé de rapport entre le candidat et le peuple, et en l'occurrence, ce rapport-là se fonde sur la base de quel projet? De l'offre politique. Sur la base de ce qu'il propose. La situation locale est un peu plus différente. Et de ce qui... En tout cas, merci à vous.
Roger Andialandi, membre du bureau politique du parti présidentiel MCU. Merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle dans la conclusion que je ne vous ai pas invité en tant que délégué zone Europe du MCU, fonction que vous exerciez précédemment, mais en tant que centrafricain, militant du MCU, membre du bureau politique du MCU. Nestor Dodo, merci à vous. Merci. Également, merci. On a vu comment vous êtes satisfait et que vous défendez avec force le bilan du président Faustin Archange Touadéra. En tout cas, encore une fois, comme je l'ai dit toujours, le peuple est souverain, c'est lui qui décidera. Jean-François Akandi Combé, merci à vous également. Il y a un aspect de la question que nous n'avons pas abordé, c'est notamment la politique étrangère du président Faustin Archange Touadéra, qui, pour certains, où il aurait échoué, pour certains. On lui reproche son infidélité à la France et de s'être jeté dans les bras de la Russie. Est-ce qu'il va en payer le prix électoral en 2020 avec un avantage pratique en termes de culture défense. La relation avec la Russie, c'est un avantage pratique, c'est la culture défense. On reviendra faire une autre émission sur la question et certaines indiscrétions disent déjà que Bozizé serait le cheval de Troie choisi pour le faire partir. Est-ce que ce sera le cas? Eh bien, on en parlera au cours d'une autre émission. En tout cas, merci à vous. Merci. Je vous remercie et si vous permettez, je me réjouis beaucoup de l'ambiance qu'il y a eu sur ce plateau. On aimerait bien qu'il y ait la même ambiance dans les débats politiques à Bangui et dans l'ensemble du pays. C'est très important. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Et restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.